Bonjour à tous, ici Lexine, ou Alex. Soyez bienvenus dans cet épisode, le premier de la saison 3 de Gone Bae. Plein de choses au programme de cette année, et pour débuter les hostilités, on va parler du drama Kingdom. Les chapeaux. Gros morceau puisqu'il a cartonné dès sa sortie en janvier 2019, et c'est un peu le début d'une ère de zombies dans la culture pop coréenne, quelques années seulement après le succès international de Train to Busan qui est sorti en 2016. Pour en parler, nous ne sommes pas moins de 4 aujourd'hui. Je vais donc laisser nos invités se présenter, donc allez, dans l'ordre alphabétique. Coucou Fanny, comment tu vas? Est-ce que tu saurais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Genre mes potes qui écoutent ce podcast seulement parce que je leur mets la pression. Bah écoute, bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Fanny, je fais plein de podcasts et notamment le podcast Multimorphose et le podcast Passion médiéviste, où je parle de Moyen-Âge, entre autres. Mais du Moyen-Âge, du coup on va aussi un petit peu en parler ici, mais pas l'européen. Et toi Loli, comment ça va? Ouais, ça va très très bien, puis j'aime beaucoup aussi les zombies moyenâgeux coréens. Ça, c'est juste pour me faire taper par Fanny parce que j'ai dit Moyen-Âge. On peut dire moyenâgeux, mais j'aime pas trop. C'est pas un terme joli, c'est un terme où on renvoie beaucoup de mauvaises images derrière, donc on peut dire plutôt médiéval. Oui, je sais, mais sinon c'est moins drôle. Ouais. Je vais me faire frapper, j'ai peur. Ouais. Un jour, je raconterai une histoire de bassin qui se passe dans la période médiévale, ça va être bien. Et toi, Jo, comment ça va? Jo, est-ce que tu passes un bien. bon moment? Ouais, carrément. T'as pas trop la pression d'être le seul gars dans cet enregistrement 100% girly? Oh, je vais faire de mon mieux. Bon. Et on est là pour parler de zombies, donc là, peu importe qu'on soit des hommes ou des femmes, on parle de zombies. En plus des bons zombies, pas des zombies américains. Yeah. Ah, tu les as goûtés? C'est vrai. Alors aujourd'hui, la cuisine du zombie, nous allons faire une cuisse. Alors, sans trop spoiler, le zombie, ceux-là, il faut pas trop les bouffer de ce que j'ai compris. Mais enfin, après, faites ce que vous voulez, mais... Ça dépend. Si on a bien suivi. Ça dépend peut-être de la fraîcheur de la viande, hein. L'expérience prouve que c'est pas très bon. Enfin, moi, je suis un peu frustrée parce que là, on est encore en distanciel et j'aurais préféré enregistrer autour d'un thé chaud, mais bon. Bientôt, on pourra mais quand tu veux. Dégoûter, mais sans zombies à la carte. Quand tu veux. Je sais faire les petits beignets coréens. Oh, c'est bon, ça. Bien. Ouais, je confirme. Nous sommes réunis ici ce soir, que c'est solennel, pour parler donc de Kingdom. Et ça, je l'ai déjà dit, mais Kingdom, c'est quoi? C'est un sageuk. Alors là, on va sortir la fiche Wikipédia. Un sageuk est une locution coréenne, évidemment, tirée des mots sino-coréens sa, qui signifie histoire, et geuk, qui signifie histoire/drama. Donc, si on va être très littéral, c'est une histoire historique, et si on va être un peu plus littéraire, ce sera un drama historique. Donc c'est super large, ça peut aller de un drama qui incorpore des vrais éléments historiques à juste un drama qui se situe à une époque historique et où il se passe des trucs qui normalement ne se sont pas passés dans la réalité, comme ici une invasion zombie. On les situe à la période Joseon. Mais la période Joseon, c'est quoi? C'est l'histoire de la Corée au cours de laquelle le pays a été gouverné par la dynastie Joseon, parfois appelée la dynastie Yi. Et ils ont occupé le trône de 1392 à 1910. Donc c'est une période quand même qui englobe une grande partie de l'histoire. Donc en gros, un sageuk, c'est un drama qui prend place avant 1910. Tout genre confondu, ça peut aller de l'action à la romance, à un petit peu tout mélangé. Et ce sageuk-ci, de quoi il parle? C'est quoi le scénario? Je laisse la parole à Jo. Ce qui se passe, c'est qu'on est quelques années après l'invasion japonaise de la Corée, et on a une rumeur qui circule, comme quoi on a le roi qui a une maladie un peu mystérieuse. Et on a son prince héritier, qui s'appelle Chang, qui part accompagné d'un de ses gardes du corps pour mener une enquête et découvrir ce qui se passe. Et voilà, tout part de là. Alors, vous en avez pensé quoi de ce drama? Bon, c'est vos impressions pas à chaud du tout, hein, ça c'est un autre podcast. Mais est-ce que vous regardez déjà des dramas et celui-là, où est-ce que vous le positionnez? Ou est-ce que vous avez aimé? Dites-moi tout. Alors moi, j'avais jamais regardé de drama avant. Vraiment... Je pense que voilà, les seules références coréennes que j'avais, c'était effectivement Dernier train pour Busan. J'avais regardé forcément aussi Parasite. Et j'avais regardé aussi un autre film avec des zombies coréens, dont je viens d'oublier le nom. Mais donc, les dramas en soi, je n'avais jamais regardé, alors qu'il y en a plein sur Netflix. Mais en fait, là, c'est plus le côté
zombies plus historiques où je me suis dit tiens, ça peut m'intéresser. Et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai regardé, je pense, en 2 jours, en vraiment 1 ou 2 soirées, toutes les 2 saisons. Ça m'a bien plu. Loli, t'en as pensé quoi? Toi, t'as aimé? Ah, moi j'ai adoré, j'ai aussi, quand la première saison est passée, j'ai tout regardé quasi d'une traite, ou peut-être comme Fanny en 2 jours. Et pareil, j'ai attendu la 2e saison avec impatience pour me la regarder aussi très très rapidement. Et bon, les dramas, je regardais surtout principalement des dramas japonais avant, puis je suis passée sur les films coréens, notamment grâce à Netflix qui a quand même pas mal de références. Rien que pour ça, on peut dire merci Netflix. Et puis voilà, et puis donc j'ai continué un peu à taper dans les dramas coréens, mais beaucoup moins pour le moment. Ouais, puis c'est un format particulier, souvent, enfin, à part Kingdom qui se rapproche d'une série américaine qui se passe en saison, etc. Normalement, un drama, souvent, c'est une saison qui un petit peu résume toute l'histoire. Donc c'est vrai si on le binge, on en a pour 16 épisodes d'1 heure, 20 épisodes d'1 heure, ça va. Ah ouais. Ah ouais. C'est quand vraiment c'est un drama sous la forme un peu classique, il y a plusieurs types de dramas. Il y a les dramas souvent en 16 ou 20 épisodes, souvent 16 d'ailleurs, plus souvent 16, donc souvent c'est 45 minutes à 1 heure. Certains dramas poussent jusqu'à 1h30 l'épisode. Je pense à Reply 1988, mais où carrément ça a duré d'un film chaque épisode. Et après il y a différents dramas. Il y a aussi les dramas un petit peu format Plus belle la vie comme on aurait chez nous, c'est-à-dire il y a 120 épisodes et ça passe tous les jours de la semaine. Mais le format classique, c'est vrai qu'en une saison, entre guillemets, tout est bouclé. L'histoire est finie et on passe à autre chose. Là, c'est vrai qu'on attend tous on attend tous. Ceux qui ont aimé attendent la saison 3. Et moi, personnellement, j'ai pas l'habitude. Jo, toi, t'en as pensé quoi de ce drama toi qui es peu familier, finalement? Ouais, peu familier, le mot est faible. Déjà, si tu veux, je vais te parler un petit peu de mon rapport au drama. Pour moi, les dramas, c'est une purge, littéralement. Je vais me mettre toute la K-Army à dos, mais bon. J'en regarde Contrat et Forcé sous la torture, parce que la dame qui lead le podcast, on partage la même maison et notre vie, donc j'ai pas le choix des fois. Quoi, tu veux dire Donc, qu'elle t'attache et puis qu'elle t'oblige à garder les yeux ouverts devant la télé? Non, on n'en est pas là, mais quand même. Mais non, mais on regarde quelques trucs et j'aime pas forcément toujours. Généralement, je préfère les films. Elle m'a fait voir beaucoup de films et pour le coup, les films, j'accroche énormément. Mais tout ce qui est drama, j'ai du mal. Sauf, pour le coup, Kingdom, qui m'a happé. J'ai adoré cette série, vraiment. Parce que la façon dont c'est fait, le rythme, enfin tous les maquillages, la musique, j'ai vraiment adoré ce drama. Mais c'est pas le cas pour le reste. Désolé, les fans de drama. Il t'attend à la sortie. Grave, Tu dormiras sur la terrasse. Après, c'est pour ça qu'il les regarde. Non, mais après, moi, je trouve en plus que le format série tel que Netflix l'a introduit, parce que c'est quand même une série Netflix, je trouve ça très intéressant parce qu'on a les codes du cinéma, donc ça avance, il y a beaucoup de rythme. C'était pas la série que tu regardais le lundi soir sur TF1 et tu pouvais attendre une semaine. Là, t'as pas envie d'attendre, t'as envie de tout regarder. Il y a un tel rythme, il y a tellement de tu perçois même pas la différence entre les épisodes. Parfois, en fait, on enchaîne. Attends, c'est vrai que où était la coupure déjà entre les épisodes? Hop, on peut enchaîner comme un grand film. Alors qu'un bon Navarro ou une Julie Lescaut, tu l'aperçois pas la différence. Mais c'est vrai que justement, ça a été pensé. Le réal, je crois qu'il l'a dit. Il a dit moi, je voulais vraiment faire. Je pouvais pas le faire en un film de 2 heures. Du coup, je l'ai pensé comme un film de 6 heures en fait. Enfin, le metteur en scène, je sais plus, ça a vraiment été pensé comme chaque saison est un immense film. Et on le sent parce que personnellement, j'ai été captivée de A à Z, j'étais accrochée à mon écran. Pas littéralement, je ne suis pas un koala. Mais je me suis dit, mais je veux voir la suite. Et la fin de chaque saison, je me suis dit, waouh. Sans spoiler, la fin de la saison 1, moi, j'étais là. Mais heureusement que je l'ai vue quand la saison 2 est sortie, sinon j'aurais été mal pendant 1 an de l'attendre. Ouais, oui, je te garantis, j'ai dû attendre et j'ai pleuré. Et élaborer 36 scénarios. Moi, j'ai enchaîné les 2 directement, j'étais contente. Mais du coup, maintenant, tout le monde est là en train d'attendre soit la saison 3, soit apparemment, ils vont sortir un film. Moi, par contre, alors, bon, on en reparlera, mais la fin de la saison 2 ne m'a pas beaucoup plu. Et je pense pas que je regarderai la saison 3.
Voilà. On en reparlera dans la partie spoiler peut-être, mais juste en fait, la fin de la saison 2, je me suis dit, en fait, dans ma tête, je préfère que ce soit fini comme ça. Hop, c'est la fin pour moi et j'ai pas envie de regarder plus. Alors pour le coup, je pense, enfin c'est ce que j'ai lu, c'était pas prévu à la base qu'il y ait plus d'une saison. Et je pense que le succès a fait que Netflix a re-signé. Et du coup, on est parti pour un truc un peu plus long. Et on en parlera tout à l'heure, mais je suppose que le climax de la saison 2 est là pour justement aller attirer un public un peu plus large que le public fan de drama ou fan de zombies, tout ça. Mais on en parlera après dans le spoiler pour pas dire de quoi ça parle. Déjà, avant même de parler vraiment du scénario, on va essayer de le situer un petit peu dans l'histoire et tout ça. Parce que c'est vrai que malgré tout, c'est un sageuk, donc un drama historique. Et c'est un petit peu compliqué, ces dramas, des fois, de se situer dans quelle tranche temporelle on se situe. Parce qu'entre 1392 et 1910, il y a quand même un sacré gouffre temporel. Et même en Corée, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, il se situe à l'époque Joseon. Ça, on le sait. Et on sait que ça se passe peu après l'invasion japonaise. Donc ça se passe peu après la guerre de 7 ans, ou la guerre Injin qui a eu lieu donc entre 1592 et 1598. D'ailleurs, dès le début, il y a un personnage qui voit un village en ruine et qui fait « Oh non, le Japon nous envahit encore ?» Parce que forcément, on pense pas tout de suite à une invasion zombie, on se dit plutôt que le Japon est reparti. D'ailleurs, c'était le projet. Et donc on est à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe. Donc, déjà... Et si je peux déjà peut-être placer quelque chose aussi, je sais pas si t'as prévu de parler des armes qu'ils utilisent, parce qu'en fait, il me semble que notamment certains fusils sont des mousquets. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre, mais en fait, je me rappelle que quand j'avais regardé la série avec mon copain, on avait tiqué là-dessus aussi, parce que du coup, au début, je pensais que c'était un peu médiéval, après, je vois des armes à feu, je fais oula, alors, il y a un petit souci. Et du coup, en fait, les mousquets, enfin. Le mousquet, c'est du fin 16e au 18e siècle. Donc effectivement, ça confirmerait ce que tu dis. Ça arrive avec l'invasion japonaise. C'est les Japonais qui sont arrivés les envahir avec les armes à feu. Ah, voilà. Bah, donc, c'est fait qu'on a un double indice. Mais du coup, il y a les canons aussi, si tu parles là-dessus. Oui. Non, mais déjà, je pense, au tout début, ils commençaient à utiliser des fusils et vraiment, j'avais eu un... Oh, mais des fusils. Mais je pensais qu'on était au Moyen-Âge. Des fusils, mais... D'accord, je ne connais pas du tout mon histoire coréenne. Mais tu voyais aussi que ça n'avait pas l'air d'être l'arme que tu trouves sur le sabot d'un cheval. Qu'ils aidaient beaucoup plus justement au sabre et à l'arc, et que les mousquets étaient plutôt l'exception ou un truc plus supérieur que l'arme du péon moyen. Après, ce qui est assez compliqué aussi, c'est que la Corée s'est pas mal fait envahir. Enfin, ça a été vraiment la victime de beaucoup, même des Français. On les a envahis, mais un peu plus tard. Il me semble que c'est plus vers le 18e, donc on est venu 18e, 19e qu'on est venu les gratter. Mais c'est vrai que du coup, à chaque fois, malgré tout, ils ont récupéré un peu de la technologie et des armes. En plus, l'invasion par le Japon de la Corée a quand même fait équipe avec la Chine. Parce que ce que les Japonais voulaient, enfin ce que Toyotomi Hideyoshi voulait faire, c'était... rouler sur la Corée et envahir la Chine derrière, parce qu'il était extrêmement ambitieux, ce garçon. Et s'il n'était pas mort d'une maladie à 61 ans, en fait, son plan, c'était de retenter une 3e fois d'y aller. Après tout, on dit jamais 203, hein. Il s'est dit la 3e sera la bonne, mais on est en plus sur un passage très important aussi dans l'histoire japonaise. Hein. Bon, je me permets un petit rajout, mais il y a eu 3 personnages très importants à l'époque. Oda Nobunaga, puis Toyotomi Hideyoshi, qui était un des principaux acteurs, instigateurs de cette invasion, et il y a eu Tokugawa Ieyasu. Alors, c'est des gens, on connaît pas forcément leur nom si on n'est pas un gros weeb comme moi, mais ça a été les unificateurs du Japon. Et ça prend vraiment place, cette invasion, juste avant la légendaire bataille de Sekigahara, et une histoire politique qui a vraiment été centrale dans l'évolution du Japon, etc. Donc là, c'était vraiment quand même pour cet endroit de l'Asie, quand même, c'est vraiment une époque qui était charnière. Parce que quand même, de cette guerre, on a retrouvé la dynastie Ming qui s'est retrouvée en crise financière, la Corée qui s'est retrouvée complètement massacrée, et il y a un héros de guerre, pendant cette guerre qui venait d'avoir lieu, qui a émergé, et c'est un peu notre Jeanne d'Arc, en fait. C'est Lee Sun-shin. Lee Sun-shin qui est un grand amiral, et ceux qui ont joué un petit peu à Civilisation ou à Age of Empires 2...
ont déjà entendu parler de cet amiral légendaire qui a retourné plusieurs batailles dans cette guerre. Donc c'est quand même un mec dont la statue est juste à côté du Grand Palais de Séoul. Donc vraiment quand même, on se retrouve vraiment dans une époque charnière où la Corée était en ruine, où les Chinois étaient pas non plus sereins. Donc vraiment c'était en plus un moment où ils savaient pas si le Japon allait revenir, et si le Japon revenait, étant donné qu'ils étaient tous en train de crever de faim, qu'il y avait que les nobles qui avaient à bouffer, que dans les campagnes il y avait plus personne. Pendant cette invasion, les Japonais, ils ont pris les meilleurs artisans de la Corée et ils les ont ramenés chez eux, où ils les ont tués. C'est comme ça que les Japonais ont récupéré la technologie du céladon, plein de technologies de papeterie, mais aussi qu'ils ont un peu dépouillé la Corée de pas mal d'artisans. Et je sais pas pourquoi, j'ai lu qu'ils étaient revenus avec 38 000 oreilles, les Japonais, alors. Du coup, c'était pas la bonne époque pour lancer un podcast ou un bis d'opticien, mais bon. Je sais pas s'ils les ont ramenés en paire ou individuels, mais bon. Les Japonais ont quand même ramené pas mal de choses chez eux, et du coup, la Corée était totalement dépouillée. Donc vraiment, on se retrouve dans un scénario, déjà, où on comprend un petit peu mieux toute la corruption au palais, toutes les intrigues de pouvoir, et le fait que les paysans ils soient complètement à la ramasse, et les villages soient déjà de base très pauvres, sans avoir besoin de se faire bouffer par des zombies, quoi. C'est une grosse parenthèse. Pour rester dans la parenthèse, on a aussi vu que ça n'a rien à voir, hein, mais pour vous donner une idée, l'année dernière, lors de notre voyage, on a lu dans un musée que la période préhistorique coréenne a été complètement effacée par les Japonais, juste parce qu'ils ne supportaient pas de voir que la préhistoire coréenne était plus ancienne que leur préhistoire à eux. Donc du coup, ils ont complètement effacé de l'histoire complètement la partie préhistorique, juste parce que... C'est-à-dire effacé, ils ont détruit des trucs ou ils En fait, ils ont, de ce qu'on a vu, Alexandra, tu me corriges si je dis des bêtises, mais tout ce qui était écrit et toutes les recherches, tout ça, tout a été récupéré, et juste pour dire, nous on était là avant vous, et en fait... c'est le Japon est premier pour tout, quoi. Mais il y a déjà eu une histoire comme ça aussi, mais avec une tombe japonaise qui avait été retrouvée, et il y a eu un consensus d'archéologues et de chercheurs qui ont décalé les dates et qui ont tout truqué pour prouver que c'était plus vieux et tout ça. Enfin, c'est... c'est la vision politique de l'histoire, en fait. Moi, je le vois bien dans mon podcast. Enfin, l'histoire, c'est très politique. Et on peut en faire plein de manipulations politiques. Et maintenant, on réutilise certaines choses en disant, mais en fait, là, c'était très, très orienté. Et on peut faire toujours dire ce qu'on veut à l'histoire. Puis pareil, au niveau des palais et tout ça, ils ont tout brûlé plusieurs fois. Les Coréens reconstruisaient, et derrière ça, à chaque invasion, en fait, les Japonais brûlaient tout. Pour vraiment les rayer de l'histoire, quoi. C'était vraiment... c'est un peuple qui, pour le coup, a vraiment souffert de tout le monde, les pauvres. Mais je pense qu'on en parlera soit plus tard ou soit une autre fois. Je laisse Alex reprendre le lead, parce que sinon, on en a pour 2 heures. Oh non, mais après, c'est vrai que c'est un truc qui est quand même central dans l'histoire de la Corée, les invasions japonaises. Je veux dire, si la période Joseon a pris fin, c'est à cause de l'invasion japonaise. Et justement, dans cette histoire, la capitale, c'est Hanyang. Sachez juste que Hanyang, c'est l'ancien nom de Séoul. Et à l'époque, avant la guerre de 7 ans, donc le palais royal, c'était Gyeongbokgung. Et en fait, Kung, ça veut dire palais. Donc si vous voyez un truc qui se finit en Kung, c'est Kongwol, c'est un palais ancien, en fait. Et justement, la famille royale a déménagé à Cheongdokgung, après la fin du XVIe, justement à cause de ces guerres. Donc ça veut dire que la famille royale a été très impactée aussi par cette guerre. Elle s'est retrouvée avec le palais détruit, etc. Donc... Malgré tout, ça a beaucoup secoué toutes les strates de la société. Et justement, dans ce drama, on va un petit peu parler des élites, parce que je pensais que c'était important de situer 2-3 choses pour bien comprendre le drama aussi. Il y a la famille royale qui dirige le pays. Sachez juste une petite chose, le roi, moi c'est quelque chose qui me troublait beaucoup quand je regardais des sageuk au début, c'est que jamais les gens ils l'appelaient pareil. Des fois ils l'appelaient Songgam Jona, des fois ils l'appelaient Jusong, etc. Ah ouais, je l'avais remarqué moi aussi, j'avoue. Non, je rigole. Mais du coup, c'est ouf. Du coup, des fois, j'essaye de repérer le nom des personnages et j'entends jamais le même parce que c'est un peu... Et en fait, l'équivalent de votre majesté, c'est le suffixe mama. C'est souvent quand même qu'on entend les personnages inférieurs au roi ou même la reine, etc. Tout personnage sauf le roi dire mama.
Mama, mama. Et mama, en fait, c'est un petit peu le votre majesté. Voilà, c'est le suffixe qui sera rajouté à la fin de la façon dont on appelle le roi. Et quand le roi a une régence, ou si le roi précédent a cédé sa place avant de mourir, etc., on peut entendre des fois Jusang Jona, mais là, c'est vraiment juste, voilà. Mama, c'est un peu le suffixe de majesté, ma majesté, on va dire, si on veut se souvenir. Et le roi, vraiment, c'est lui qui dirige, mais la croyance veut que si le roi fait des erreurs, c'est la cause des catastrophes naturelles. Donc le roi, malgré tout, a besoin d'être sage, et il a toute une cour de conseillers et de hauts fonctionnaires qu'on voit graviter autour de lui, et ça va un peu être le centre de toute la corruption qu'on voit dans ce drama, et qui va expliquer que le roi malade, on cache un petit peu sa condition et tout, parce que c'est... Le pouvoir, c'est le roi qui le détient, et derrière, il y a la reine. La reine, elle est sélectionnée d'une façon, mais minutieuse, avant que le roi ne devienne roi, quand il est encore prince héritier, c'est-à-dire Seja, et c'est un peu la Starac. On va même appeler ça plutôt la Moon Academy, puisque la reine, c'est la lune et le roi, le soleil, dans les symboles. Mais c'est vraiment pas Cendrillon, hein, c'est-à-dire toutes les classes nobles vont se battre pour que ce soit leur fille qui soit sélectionnée lors du Gwantek. Et pendant cette sélection, et jusqu'au mariage entre le roi et la reine, il est interdit de se marier dans le royaume, donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Et cette reine, elle a vraiment un rôle central, c'est vraiment pas une potiche. Selon le néo-confucianisme, ça vend pas du rêve, parce qu'elle est censée être responsable de l'intérieur de la maison. Mais en fait, être reine de l'intérieur de la maison, c'est être reine de l'intérieur du palais. C'est elle qui dirige absolument tout le personnel du palais, à part les eunuques. Donc ça va expliquer quand même pas mal de points de scénario où il y a des moments où on se dit mais la reine, elle a le droit de faire n'importe quoi en fait. Ben oui, parce qu'en fait, c'est elle qui choisit qui est cuisinière, qui est ci, qui est ça, qui fait quoi, à quel moment, c'est elle qui dirige tout. Elle sait tout ce qui se passe à tout instant dans le palais. Accessoirement, la reine est considérée comme la mère de tous les enfants du roi, même si c'est pas les siens, même si c'est l'enfant d'une concubine, etc., ce sont ses enfants à elle. Donc c'est elle qui a le pouvoir sur ses enfants. Peut aussi expliquer toute une partie du scénario en lien avec le prince héritier. Mais alors du coup, les enfants des concubines rentrent aussi en lice pour dans l'ordre pour le trône? Oui, c'est-à-dire que si la reine ne fait pas de petits garçons, on va aller regarder du côté des concubines. Mais quand même pas des concubines pourries, vraiment des concubines de haut rang. Et c'est pour ça que, encore une fois, ça s'expliquera plus tard dans le scénario, il est important d'avoir un fils avant que le roi ne décède, pour pas que ce soit éventuellement le fils d'une concubine qui soit couronné roi à sa place. Parce que si le roi meurt avant que la reine ait un enfant, dans ce cas-là, ce sera le prince couronné qui, par défaut, deviendra roi. Et la reine devient quoi du coup? Elle est complètement rejetée de côté ou elle garde quand même un minimum de pouvoir? Elle garde du pouvoir, parce que ça reste quand même la reine mère, entre guillemets. Et quand on visite un palais, on voit que la reine, même si le roi est mort, etc., garde une place importante au palais. Mais malgré tout, le jour où le prince couronné va épouser une nana et tout ça, c'est plus elle qui va avoir, tout le pouvoir sur le palais. Elle va perdre cette responsabilité et cette mainmise totale, et ça peut créer des grosses tensions aussi au sein d'un palais. Le fait qu'elle soit pas une concubine plus, mais qu'elle ait plus non plus la mainmise intégrale sur la moindre personne qui bouge dans le palais et qu'elle ait plus absolument toutes les infos et tout le pouvoir. Tu m'étonnes, elle est remplacée par une petite jeune qui est la nana d'un de ses beaux-fils ou assimilée. Ça doit pas être super cool pour elle. Des fois, les rois ont beaucoup de concubines et beaucoup d'enfants, donc la concurrence est très très rude et un assassinat est très vite arrivé. Oups, pardon. J'ai l'impression d'écouter un peu l'histoire médiévale française quand je t'écoute, parce que vraiment, clairement, les Mérovingiens et même les premiers Carolingiens, c'est ça tout le temps en fait. Charlemagne a quand même eu 9 femmes. Hein. Donc, tu vois, pour te dire que ça, il enchaînait pas mal. Donc après, lui, c'était que des femmes, mais les Mérovingiens, il y a beaucoup d'histoires de concubines aussi. C'est-à-dire qu'en Europe, tu empoisonnais le vin et en Asie, tu empoisonnais le thé. Basiquement, non? Chacun ses techniques. La nourriture aussi, Alex en a parlé dans un podcast précédent, d'où l'adoption des baguettes en argent, si je dis pas de bêtises, Alexandra, c'est ça? Les baguettes en métal, en fait, c'est pour qu'elles réagissent au contact de l'arsenic. Ah ouais, pas mal. C'est réfléchi. C'est bon à savoir, ça. Forcément, quand on sait que c'est le fils de la reine qui passera en premier, mais si elle a pas de fils ou que le fils est tombé dans les escaliers par accident, ce sera un des fils aînés. Et donc, du coup, il n'y a pas trop d'escaliers. Du coup, tu le fais par âge à ce moment-là ou par autorité de la concubine?
Alors, de ce que j'ai compris, en général, c'est le fils aîné parmi les concubines de haut rang. Genre, s'il a été chopé une des petites employées du palais, ça marchera pas. Faut que ce soit quand même une concubine qui vient d'une famille un petit peu noble, qui soit pas un sang quand même, pas un mauvais sang, mais Un sang de j'ai Harry bourbe. Potter. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Mais voilà, Je m'en faut vraiment que ce doutais. soit quand même Pas un sang quelqu'un bleu. qui a un peu le sang bleu. Voilà. D'une certaine façon, que ce soit une fille de haut fonctionnaire, une fille d'érudit, ou alors quelqu'un qui a quand même un minimum de pouvoir. Et il faut savoir qu'à ce niveau-là, c'est aussi pour ça que des fois les hauts fonctionnaires, ils essayaient de caser leur fille. Bon, elle a pas réussi le casting, c'est pas grave. Si elle fait un bébé au roi, ça peut passer. Elle peut être la mère biologique du prince, et dans ce cas-là, ben mon petit-fils biologique, eh ben il sera prince couronné, et peut-être roi. Enfin, ça fait des intrigues qui n'ont pas de fin en fait. Eh ben, ça devait être sympa, les réunions de famille au palais. On voit qu'il s'entend très bien avec sa belle-mère, le prince couronné. Parfait amour, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que c'était important d'avoir un poste de haut fonctionnaire, parce qu'après, on avait encore plus accès aux sphères de pouvoir. Mais les postes de haut fonctionnaire, il fallait passer plusieurs concours, des examens très difficiles, et on avait accès à ces examens déjà que si on était un minimum noble. Enfin, en théorie, il fallait juste pas être déshonoré ou un bâtard, mais dans la réalité, en fait, il fallait beaucoup d'argent pour réussir ces examens très exigeants, et du coup, c'était... Comment dire ? C'était un peu des énarques, enfin, c'était qu'une élite qui est avec un certain entre-soi quand même, les hauts fonctionnaires des palais. Et du coup, ça nous amène petit à petit à l'histoire des chapeaux, tout ce qu'on attend. Comment on les reconnaissait, ces gens-là ? Comment est-ce que, toi, t'allumes ta télé ou Netflix, tu vois un saguk, tu dis qui est le roi, qui est la reine, qui est qui ? Eh ben, il y a les habits. Bon, l'habit traditionnel, le hanbok. On va pas forcément en parler. Il s'appelle juste Joseon Hot en Corée du Nord, ce qui veut littéralement dire l'habit de Joseon. Maintenant, s'il est surtout porté lors d'occasions spéciales, à l'époque, c'était la mode. Et durant la période Joseon, cet habit a beaucoup évolué, notamment grâce au port par les dames, les nobles, etc., qui ont diversifié les couleurs, qui ont changé un petit peu la forme, etc. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode, sinon je pense qu'il va durer 8 heures si je m'attarde sur tous les détails sur lesquels j'avais envie de m'attarder, honnêtement. Mais on va quand même parler Les chapeaux. de la coiffure des hommes en Corée. Le petit On va se retenir de chignon. parler de la coiffure des dames, parce que la coiffure des dames, c'est encore un autre sujet, et je vais en parler dans un épisode orienté sur la mode, parce que sinon vraiment... Parce que rien que les coiffures des hommes, il faut savoir que être décoiffé, c'est un signe de grosse négligence. C'est interdit. Et les coiffes et coiffures, en un regard, on sait si la personne elle va à une cérémonie, elle est d'une haute sphère de la population ou d'une basse sphère. Voilà, on reconnaît la reine d'Angleterre à son chapeau, et ben là c'est pareil. Ah, ça explique pourquoi Donc, même au plus grand des combats, ils ont leur chignon parfaitement fait, pas une mèche folle. Et attends, zombie, je me Ah, recoiffe. ça. Et d'ailleurs, on voit que certains personnages, qui sont des prisonniers, etc., ils ont les cheveux lâchés. C'est vraiment... C'est vrai. les personnages qui ont les cheveux lâchés, on voit que déjà de base, c'est un peu les hors-la-loi, les mercenaires, les gens peu fréquentables. Quand ils sont enfants, bon, ben, les hommes maintiennent leurs cheveux longs, mais ils les maintiennent quand même avec un bandeau fait en crin de cheval. Donc ça, c'est le mangon. Promis, il n'y aura pas d'évaluation de vocabulaire à la fin de l'épisode, sinon on est mal. C'est ça. Et puis l'adolescence passe, et il y a une sorte de cérémonie d'ascension à la majorité, et c'est là qu'on se retrouve avec le fameux chignon, qui sera couvert par un sangtukwan ou un tangon. En fait, ce sont des calottes assez simples, faites en poil de vache ou de cheval. Et le tangon servira un petit peu de sous-chapeau. C'est-à-dire qu'il y aura quand même le chignon et la calotte. Et par-dessus, c'est là qu'on verra différents ornements. Et il y a, de ce que j'ai lu, j'ai été chercher un petit peu 4 catégories principales de chapeaux coréens, traditionnels pour les hommes à cette époque. Donc il y a les chapeaux de cérémonie, ça c'est peu intéressant. Enfin, c'est peu intéressant. C'est intéressant, mais il y en a une certaine multitude malgré tout. On les appelle les kwan, parce que ça veut dire couronne. Et même les chapeaux des nobles ont un nom qui se finit par kwan. Par exemple, le roi, il a le Myeolyo kwan. Sa coiffure quotidienne, ce sera Liksong kwan, parce que forcément, il porte une couronne tous les jours. C'est le roi. Après, ce qui est intéressant, c'est que le roi, dans sa coiffure quotidienne, donc Liksong kwan, elle est plus basse et bombée, et complétée par 2 cornes un peu en aile de cigale.
Donc c'est un petit peu le chapeau là en deux parties qu'on voit des fois avec le roi. Il faut imaginer que je viens de faire le geste, on dirait que j'ai fait un cœur avec mes bras. Et le prince héritier, donc que l'on suit quand même dans cette aventure, les Seja, avant sa majorité, il porte le Gongjeongcheok. Alors, nous, il est déjà majeur. Par contre, si vous voyez un petit garçon qui est prince héritier, eh ben souvent c'est la coiffure qu'il porte. Il a encore une coiffure spéciale, c'est-à-dire à chaque âge et à chaque période de la vie et selon son grade, on porte vraiment une coiffe différente. Donc c'est vraiment très symbolique. Les hauts fonctionnaires aussi ont leur propre chapeau de cérémonie. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la calotte, il y a des traits dorés. Et plus il y a de traits, plus on est shiny, donc plus on est élevé dans la société, et plus on est puissant et riche. Alors c'est intéressant du coup de voir pendant les cérémonies, de regarder les petits traits dorés. Et là par contre, on va voir plus souvent le boktu. Mais surtout dans les sageuk qui prennent place au début de l'ère Joseon plutôt. Il ressemble au chapeau du roi, un petit peu, mais en moins arrondi. Et en général, il est d'une couleur sombre, mais en cas de deuil national, il le porte de couleur blanche. C'est pas ce qu'on va voir le plus dans la série. Par contre, celui qu'on va voir pas mal, c'est dans les chapeaux du quotidien, c'est le chapeau des militaires, le jolip. Il est facile à repérer parce que il est orné de plumes de paon. Donc notamment les gardes du corps et tout, vous voyez, il y a des grandes plumes sur ces chapeaux. C'est mes préférés. Et en plus, c'est mes chapeaux préférés. Et en plus, il est fait en poil de sanglier celui-là. Ils sont l'homme. Et les moyens pratiques pour passer les portes. Hein. Je pensais que celui que tu attendais le plus, c'était le suivant. Je pensais pas que ton préféré, c'était le jolip. Avec ses Moi, j'aime beaucoup ceux avec les plumes. Je le trouve avec ceux avec les plumes, ils sont... Ouais, mais ça fait très militaire, un peu comme dans certaines armées où justement on est très voyant. Là, ça me rappelle un peu les gardes anglais qui ont leur immense chapeau, là. On sait que c'est eux. Et donc le hungnip, ça c'est le chapeau, le symbole que l'on voit partout, qu'on appelle aussi le kat. Il est quand même porté par une classe assez privilégiée de la population, c'est surtout les érudits et les fonctionnaires, mais c'est celui qui est un peu devenu symbolique. Tous les gens qui suivent le roi partout en disant « Mama, mama !» et qui lui donnent des conseils plus ou moins intéressés selon le script, c'est ce qu'ils portent. Et selon le rang de la personne, selon la région, ce sera pas la même matière. Par exemple, les plus stylés, ils auront des belles lamelles de bambou recouvertes de soie de Chine. J'imagine que le mien, ce serait un bout de cagette recouvert de lin, mais je suis une gonzesse, alors j'ai même pas le droit de porter un chapeau. Mais vraiment, c'est là aussi qu'on voit, bon forcément dans les costumes on fera pas forcément attention, mais dans la réalité, là, si on voyait quelqu'un qui avait de la belle soie, fallait bien lui parler, je pense. Et ce qu'on voit plutôt au quotidien chez les paysans et tout, il y avait le chapeau tressé qui était porté au début de l'ère Joseon, et plus il y avait de tresses, plus on était riche. Donc par exemple, les gens pauvres, je crois que c'était 30 tresses, et les gens riches, ils en avaient 50, quoi. Et c'est par contre réservé aux hommes majeurs qui portent le chignon, mais je pense que tous les chapeaux en forme de chapeau sont réservés en général à ceux qui portent le chignon, c'est beaucoup plus facile à porter déjà. Enfin, on a aussi le petit chapeau conique qui protège de la pluie et du soleil qu'on voit un petit peu dans toute l'Asie, qui est un petit peu le chapeau qui malheureusement a servi de déguisement beaucoup. C'est vraiment le chapeau qui est très très connu, il s'appelle le Satkat ou Girip. Franchement, si j'avais pas ma fiche... Raiden dans Mortal Kombat. Voilà. Franchement, on va avoir oublié tous les noms des chapeaux, mais pas le nom Sageuk. Hein. Parce que ils ont tous un nom différent et il y en a une foultitude. Ou Gak aussi pour les chapeaux. Gat pour les chapeaux déjà. On peut retenir ce mot-là. Ouais, c'est une seule syllabe, donc c'est pratique. Surtout qu'après, il y a un petit peu les couvre-chefs du quotidien pour un petit peu tout le monde, et notamment le couvre-chef des érudits, des étudiants confucéens, qui est porté pendant la pratique des rites et pendant les études. C'est le Yugon. Donc, tous ceux qu'on voit se balader avec les petits livres en baissant la tête, ils ont un petit couvre-chef très simple. Et enfin, il y a simplement le mo. Moja étant le mot qui signifie tête en coréen. Donc c'est vraiment le chapeau très simple qu'on porte en cas de mauvais temps. Et ils avaient également un petit bonnet fourré qui portait sous le kat ou le samo, donc un petit peu les chapeaux communs. Quand il faisait froid, ils avaient un petit bonnet exprès, c'était le yom. Ils avaient même un chapeau en forme de parapluie qui se portait sur le kat. C'était le galmo. Oui. Il y en a dans la série, je crois, à un moment. Des surchapeaux.
Alors, honnêtement, ça fait beaucoup de noms de chapeaux. Je sais pas lesquels vous aviez le plus repéré, lesquels vous aviez le plus vu, lesquels vous plaisaient le plus, lesquels avaient le plus attiré votre œil. Moi, du coup, ceux avec les plumes. Ah, les que plumes j'aime beaucoup. aussi, Enfin, je ouais. trouve ça très très chic. Moi, clairement, celui du prince, c'est celui qu'on voit le plus régulièrement en gros plan avec un chapeau. Mais bon, après, c'est normal, c'est le héros. Donc, Tu as aussi, moi je trouve, plus que les chapeaux, leur espèce de petite calotte en dessous du chapeau quand t'as plus les chapeaux. Et qui sont là et où tu vois juste le chignon au milieu et cette espèce de filet autour de la tête. oh, oui. Je trouvais que ça accrochait quand même assez bien l'œil. Ouais, parce que je trouve ça rigolo, ils ont le chignon, le sous-chapeau, le chapeau et des fois un sur-chapeau. Ce que je trouve impressionnant, c'est la finesse du maillage de ces chapeaux-là. Parce qu'on peut se dire que bon, là, c'est un film, ils ont fait un truc moderne, mais pour les avoir vus dans les musées, les vrais, disons, les pièces, les costumes, les vrais costumes historiques, c'est d'une finesse, mais c'est impressionnant. C'est vraiment ce côté transparent qu'on voit par exemple sur le chapeau du prince qu'on voit beaucoup dans la série. C'est vraiment comme ça, quoi. Et c'est impressionnant la technique qu'ils avaient pour arriver à tresser comme ça et à mailler comme ça quelque chose d'aussi fin. Enfin, moi, ça m'impressionne. Après, voilà, c'était un maillage super fin parce que c'était le prince. Voilà, les paysans, ils avaient beaucoup moins de tresses et c'était des matériaux moins nobles. Donc ça restait quand même un peu plus grossier dans l'exécution parce que forcément, ils n'avaient pas des chapeaux de riches. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est vraiment des chapeaux avec une visière qui tiennent. Parce que avec le sous-chapeau et le chapeau, etc., c'est quand même quelque chose qui s'envole pas au premier coup de vent parce qu'ils ont quand même souvent des attaches qui, elles aussi, indiquent le rang parce que une belle attache avec du jade et tout ça au bout, ça indique qu'on est quand même vachement plus cool que quand on a une petite attache en tissu avec des petits bouts de bois. C'est ça, et puis tu te dis, la tâche du chapeau du gars, il peut payer à bouffer pour toute une famille pendant 3 mois. Et ça fait quand même aussi le gap entre les riches et le commun. Mais oui, quand on voit que le roi, il a le bandeau doré devant avec que tous les riches, ils ont du fil doré, etc. Il suffirait de défaire le chapeau. Je pense que c'est très mal vu. Et surtout qu'à l'époque, la monnaie, c'était un peu des sacs de riz. On évaluait le salaire de quelqu'un en sacs de riz, donc c'était vraiment la monnaie, c'était se nourrir. C'était les besoins les plus basiques. Surtout après la guerre, qui fait qu'il y avait même plus de canaux d'irrigation dans toute la Corée. Les paysans n'avaient même plus le même rendement qu'ils avaient avant, même en faisant de leur mieux, en fait. Donc on se retrouve vraiment avec les personnages, donc les personnages principaux, qui ont chacun leur chapeau différent, pour ceux qui en ont un. Parce que du coup, dans les personnages principaux, on a le roi, le roi qui, les rares fois où il apparaît un peu habillé, effectivement, on voit qu'il a son costume de monarque. On a le prince. Et moi, ce que je trouve stylé, justement, c'est que le prince, on voit quand même qu'il a une certaine foultitude de couvre-chefs qui correspondent à son rang, malgré tout, et qui font qu'il est assez reconnaissable. Et que quand il veut pas se faire reconnaître, justement, on voit tout de suite que c'est le premier truc qui va changer, plus que le reste, c'est son couvre-chef. Qui va juste avoir sa petite calotte sur la tête et pas son beau chapeau à visière avec le bandeau. Et qu'avec lui, il a Mouyong, le garde du corps, qui a son beau chapeau à plumes, et qu'il a l'ancien soldat qui, lui, n'a pas de chapeau du tout, qui a juste ses cheveux sur sa tête et qui sont même pas bien coiffés. Et, alors avec eux, ils ont carrément une gonzesse, donc elle a le droit à rien du tout. Elle a les cheveux attachés, soit en catogan, soit elle a un chignon, mais globalement, enfin, on arriverait à distinguer les personnages tous de dos, en fait, en un seul coup d'œil. C'est ça qui est fou. Ouais, puis c'est bien là qu'on reconnaît le rang d'une personne, quoi. Une fois qu'il a plus son chapeau, finalement, et son vêtement, c'est un kidam, quoi. Le chapeau fait vraiment partie de l'attirail qui correspond à ton rang, quoi. C'est ça qui est fou. C'est pour ça aussi qu'il passe inaperçu rapidement en l'enlevant, quoi. Mais clairement, au début, les personnages, bon, après, vu que j'étais pas habituée à avoir du drama et tout ça, je les identifiais clairement avec, ok, lui c'est le chapeau rigolo, lui c'est le chapeau comme ça, et ça me servait beaucoup, enfin, c'était très utile pour ça, et moi qui découvrais le drama coréen, je fais, c'est très pratique ces chapeaux, pour bien identifier les personnages. Et c'est quelque chose qui les met vraiment à nu, c'est que par exemple, dans les sagas, il y a beaucoup d'intrigues politiques, et il y a donc, a fortiori, beaucoup de procès, et des exécutions, etc. Et pendant les procès, on voit vraiment que les gens sont dans leurs habits
blanc de base, genre dans un genre de robe qui fait très sous-robe, et ils n'ont rien sur la tête, ils n'ont que leur chignon ou voire leurs cheveux détachés ou en catogan. Personne n'a la tête nue dans le palais parce que même les courtisanes, etc., elles ont quand même des perruques. C'est très très rare, à part le petit personnel, en fait, de voir quelqu'un qui a la tête complètement nue, à part les gens condamnés et le très petit personnel. Mais si ça vous intéresse en lien sous le podcast, on en a vu, et surtout dans les musées, et j'ai trouvé une petite vidéo YouTube d'un Coréen qui a récupéré des photos et qui a numérisé des photos qui datent entre 1860 et 1895, si je dis pas de bêtises, de personnel. C'était des Anglais qui avaient été missionnés et invités, et ils ont fait énormément de photos, et on voit énormément justement les photos d'époque avec les costumes, les chapeaux et tout ça, essentiellement dans les palais. Donc on est vraiment dans le thème de la royauté et la noblesse et le personnel qui tourne autour quand même. C'est vachement intéressant et vachement sympa à voir. C'est intéressant. Après, ce qui est compliqué avec les chapeaux, c'est qu'on est dans un podcast et que moi j'aurais envie de vous montrer un diaporama pour vraiment vous montrer les chapeaux des gens. C'est vrai que c'est difficile de décrire effectivement mais globalement. Mais je suis sûre que tu vas en mettre sur Instagram, non? Sur le compte Instagram de Gonbei? Oui, je vais en mettre sur Instagram, je vais faire un petit diapo. Je vais faire un petit slide, comme ça se dit dans le milieu. Voilà, des différents chapeaux. Et parce que c'est intéressant de voir que le chapeau avec les petites ailes vers le haut, voilà, c'est le chapeau quotidien du roi, mais les érudits, ils en ont un petit peu avec les ailes vers le bas, il y a ça, il y a ça. Et c'est vrai que plus il y a de détails, plus il y a des fois le même chapeau, la même calotte, à ceci près de tissu qui est utilisé, ça veut dire qu'on est un péon ou un monarque. Bon, il y a aussi les tenues, mais ils ont des tenues quand même assez banalisées malgré tout. C'est assez rare, à part le roi, le prince, que les fonctionnaires et tout ça, ils portent des tenues très colorées, très festives. Ils sont généralement habillés dans des tenues assez sombres, assez noires et blancs quand on est en période de deuil. Mais à part les dames et voilà, le roi, le prince, c'est assez rare de voir des grandes couleurs. Donc c'est vraiment leur couvre-chef qui va déterminer qui ils sont, où ils se situent. Est-ce que c'est un érudit? Est-ce que c'est un eunuque? Est-ce que c'est un haut fonctionnaire? Est-ce que c'est le prince? Est-ce que c'est le prince couronné? Parce que quand t'as une foultitude de princes aussi, il faut réussir à déterminer lequel va finir sur le trône, c'est à qui il faut couper la tête. Donc voilà. Discrètement, par accident. Ah non, c'est vrai, on a dit les escaliers, on n'avait pas dans les palais. Oh, par un petit thé alors. Non, les palais sont assez plats quand même. C'est très 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 étendu. C'est très grand et très sectorisé. C'est labyrinthique. Hein. Et il y a vraiment des quartiers pour toutes les personnes des quartiers, à tel point que bon, les cuisines du roi, par exemple, je donne cet exemple-là, les cuisines du roi sont réservées au roi, mais il y a les cuisines de la mère du roi, tout est vraiment sectorisé. Il y a plusieurs fois les mêmes espaces, vraiment délimités. C'est labyrinthique, hein, c'est monstrueux. C'est vraiment les palais sont fous. Et genre Versailles à côté, c'est de la Dunote. Bah, c'est un peu comme Versailles justement. C'est le côté, il y a la cuisine du petit-déj, il y a la cuisine du repas de cérémonie, il y a la cuisine du repas de famille. C'est vraiment comme Versailles un petit peu, il y a chaque chose est à sa place et chaque place correspond à quelqu'un et en fonction de son rang, si on a un invité, on va par là, mais si on a un invité plus proche de la reine, on va là, il y a les appartements dessus. Ouais, ça rappelle un peu Versailles et justement, sauf que même au lieu d'avoir un grand palais qui va quand même un petit peu avec plusieurs étages, là c'est assez plat et ça va être vraiment séparé en bâtiments où on accédera via des passerelles, via des portes. Donc ça crée aussi une culture un petit peu du secret et du gossip, de par le fait que les gens passent par la porte à telle heure pour dire au roi ci et ça. On le voit un petit peu dans le palais. Le fait que ce soit plein de bâtiments isolés, ça entretient aussi la rumeur, etc. Puisque finalement, on n'a pas besoin, par exemple, de passer forcément devant une telle personne pour aller parler à une telle personne. Si on sait se débrouiller, on peut passer partout inaperçu. Ou au contraire, se faire voir de tout le monde. Alors, si jamais certains se posent la question, parce qu'on dit que c'est assez plat, mais quand vous voyez des photos, vous voyez la série, vous dites ouais, c'est assez plat, mais les palais sont surélevés quand même, malgré tout. Il y a une explication très simple. En Corée,
historiquement, le chauffage se fait par le sol. En fait, les palais sont surélevés de façon à ce que dessous, en fait, on puisse mettre des feux. Donc la pierre est chauffée sous le palais et par capillarité, la chaleur remonte et chauffe le palais par le sol. C'est pour ça qu'il n'y a pas des palais avec beaucoup de hauteur, c'est parce qu'ils sont chauffés par le sol et forcément le feu étant mis sous le palais, on ne peut pas avoir des hauteurs et du chauffage sur des hauteurs et des hauteurs. Il n'y a pas de cheminée comme on l'entend chez nous dans notre imaginaire européen. Ok. Ah, c'est un système qui est quand même assez élaboré. Mais de toute façon, on le voit dans toutes les scènes de poursuite ou dans les scènes d'invasion et tout des palais, effectivement, on peut se cacher derrière je ne sais combien de portes. Mais le problème, c'est que ce sont des portes en papier de riz. Donc c'est assez peu utile pour la plupart, mais... Et c'est aussi pour ça que dans la série, on voit une des premières scènes avec les zombies. J'en dis pas plus pour pas spoiler, mais on comprend que les palais ne sont pas au sol et on voit que les palais sont pas au sol, quoi. Je sais pas comment le dire sans spoiler, mais... Il y a un espace dessous, en fait. Voilà. Il y a un vide sanitaire, si on parle façon moderne. C'est ça, un vide aérateur sanitaire. Mais c'est dans tout le genre de bâtiment du style, non? T'as quand même à chaque fois, c'est un peu surélevé, et t'as un vide pour permettre l'évacuation, je sais pas, de la chaleur ou des trucs comme ça? Tu veux dire par rapport à... En Corée? Oui, par rapport à l'architecture générale des grands bâtiments comme ça. Donc pas forcément des palais, mais quand on a une certaine surface. Ah ben, pour tout ce qui est palais, bâtiment ancien, la hauteur dessous sert uniquement à ça, de façon à ce que le feu est mis sous le bâtiment, en fait, est allumé sous le bâtiment, et la base est en pierre, et bon, bien sûr, après, c'est recouvert de bois et tout ça, mais la base est en pierre dessous, et le feu est mis au niveau du sol, chauffe la pierre, et par capillarité, la chaleur remonte et chauffe le palais, ou chauffe la maison. Je me rends compte que je sais pas comment ils faisaient pour faire caca. Ça me Maintenant que tu le dis, c'est vrai que peut-être des seaux, j'ai pas l'impression d'avoir vu des seaux qui toilettes. étaient vidés. Des latrines à l'extérieur, peut-être? Alors après, le souci, c'est qu'on a visité des palais, donc Gyeongbokgung, par exemple, qui avait été détruit pendant la guerre de 7 ans, reconstruit et redétruit par les Japonais encore en 1910. Donc, est-ce qu'ils les ont juste pas reconstruites? C'est quelque chose à creuser pour un prochain épisode. Comment faisait-il pour faire caca? Et surtout, si tu pars de ce principe, est-ce qu'il le faisait au chaud parce que c'était dans une pièce dans le palais, ou est-ce qu'il devait aller se cailler les miches dehors dans un petit cabanon? Je pense que tout est une question de rang aussi. Oui. La seule chose qu'on a vue, par contre, Alexandra, pour les toilettes, mais c'était bien plus moderne, c'est la prison de... Redis-moi le nom parce que je veux pas l'écorcher. Dongdaemun, non? Voilà, la prison de Dongdaemun. Où là, pour le coup, on voyait très bien que les toilettes, c'était littéralement un trou qui allait sur l'extérieur, et là, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien du tout. Ouais, mais après, c'est une prison qui a été faite par les Japonais, pour les opposants politiques au régime au XXe siècle. Donc, mais je me demande comment ils faisaient à l'époque plus, entre guillemets, médiévale. Je dis juste, c'est le seul exemple de toilette-latrine qu'on a vu dans des choses un peu historiques. Entre gros guillemets, je fais des guillemets avec les doigts. Traditionnellement, les toilettes en Asie, et en Corée a fortiori, ce sont des toilettes comme nous on les appelle à la turque. C'est-à-dire c'est un trou dans le sol. D'ailleurs, dans le métro, il y a toujours une toilette qui est considérée comme toilette avec un trou dans le sol. Même chez les femmes, c'est comme ça, c'est acté, c'est la façon traditionnelle qu'ils avaient. Donc c'est peut-être ça. C'est à fouiller. Et je me demande si justement il n'y avait pas, en plus du chauffage, une évacuation. Bref, c'était une petite digression, c'était le point caca. Toujours pour situer le drama, et situe quand même dans une période qu'on a arrivé à situer à peu près vers le 16-17e. Et parmi les autres choses, moi, que je trouvais importantes, c'était en gros la médecine coréenne. C'était une médecine telle que nous on appelle la médecine orientale. Donc en fait, j'ai regardé quel était le médecin, littéralement à l'époque qu'on a essayé d'identifier comme étant l'époque du drama, quel était le médecin dans la réalité de la famille royale. Parce qu'en fait, il y avait un médecin de cour qui était un peu le médecin du roi, mais c'est pas la médecine... on connaît plus l'histoire de la médecine occidentale, entre guillemets, c'est-à-dire avec tous les barbiers et tout ça. À l'époque, c'était beaucoup des opérations sur les champs de bataille. On a progressé en faisant les premières appendicectomies, etc., sur des champs de bataille. Dans l'époque médiévale, on en était plutôt là, nous. Dans les pays d'Asie de l'Est,
En fait, il y a un médecin, mais littéralement, qui est né en 1537 et qui est mort en octobre 1615, donc on est vraiment pile dans la période qu'on a identifiée, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle le Dongui Bogam. Ce monsieur s'appelait Ho-jun. Et cet ouvrage, c'est encore considéré comme un des classiques de la médecine orientale de nos jours. Donc c'est à cette époque vraiment que la médecine orientale telle qu'on la connaît est née. Donc on peut considérer que la médecine de la cour telle qu'elle était pratiquée dans Kingdom, c'est la médecine orientale du style qu'on connaît, donc avec des remèdes d'herbes naturelles, etc. Prendre le pouls. Je me demande si on le voit bien dans Kingdom, à un moment ils prennent le pouls pour savoir si la dame est enceinte et le bébé se porte bien, etc. Ce sont des choses, voilà, que on peut estimer que c'est ça la médecine de l'époque, puisque dans les personnages principaux, il y a quand même un médecin. Voilà un petit peu où est-ce situé. Après, je sais pas si c'est vraiment pertinent, mais je m'étais quand même renseignée pour voir un petit peu où ça en était, puisque la médecine est quand même au centre d'une partie de l'intrigue. La partie plus zombie. Oui, c'est un sujet très important et même capital dans la série. Puis surtout, cette médecine, elle est encore vachement utilisée aujourd'hui. Dans Séoul, il y a carrément un quartier dédié à la médecine traditionnelle dans laquelle on a pu aller faire un tour. Vous voyez des trucs hors du commun, quoi. On a quelques photos, on les mettra peut-être aussi sur Instagram. Et justement, moi, cette médecine qui pour nous n'est pas commune, bah, c'était vraiment la médecine qui est devenue accessible aux gens du commun en Corée à l'époque. Donc vraiment le médecin juste avant, enfin qui a exercé plus ou moins autour de la guerre de 7 ans. Donc on peut considérer que le personnage de Seobi, interprété par Beduna, utilisait ces connaissances-là. Utiliser ces connaissances donc du Dongui Bogam, qui veut dire le miroir de la médecine orientale, qui est encore la définition traditionnelle de la médecine orientale telle qu'on la connaît. Donc on peut considérer que Seobi, ce qu'elle exerçait, c'était ce que nous, on connaît comme médecine orientale. En tout cas coréenne. D'ailleurs, Seobi a elle-même été initiée par un autre médecin. Et, si je raconte pas de bêtises, elle a appris d'un autre grand nom qui lui a filé ses connaissances et qu'elle a après fait par elle-même aussi poursuivre sa quête de connaissances médicales. Bah justement, voilà, elle a appris du médecin qui a été envoyé soigner le roi, donc qui était un médecin qui pèse dans le game. Ah, il a pesé celui-là. À fond. Mais je voulais faire aussi une petite parenthèse justement sur la médecine et tout ça. C'est finalement quand tu regardes, en tout cas comme c'est représenté dans la série, tu avais des dispensaires, des espèces de dispensaires pour le commun des mortels et pour les pauvres, où tu avais quand même des médecins et des infirmières qui œuvraient pour aider les gens qui avaient tout perdu finalement. Et qui étaient apparemment pas du ressort de tout ce qui était politique et compagnie. Mais je pense que t'étais mieux quand t'étais dans cette médecine-là que quand t'étais responsable, genre de la grossesse de la reine, et que t'avais les boules quand à chaque fois que tu prenais son pouls de dire « Le bébé est en bonne santé », en espérant qu'elle fasse pas une fausse couche, parce que là, t'allais vraiment finir au fer, quoi. Oui, non, c'est clair. Parce que malgré tout, c'est aussi ça d'être médecin royal. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, et puis surtout, on pouvait te faire disparaître si jamais ça n'allait pas dans le sens où la reine ou le roi le voulait. Ah, t'as pas réussi à le guérir, et ben claque, quoi. Ah oui, c'était ta faute. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la médecine orientale en général. Si le patient est malade, c'est la faute du médecin. Point. Ça, par contre, c'est le principe même de la médecine orientale. Le médecin n'est pas positionné forcément en tant que sauveur, mais en tant que mec qui a pas réussi à soigner, donc en tant que responsable. Et dernier point que je voulais aborder dans cette première partie de l'épisode, après, de toute façon, on peut parler d'autres choses, mais c'est est-ce qu'il y a des zombies dans les croyances coréennes? J'ai cherché un petit peu, et en fait, les morts sont souvent accompagnés par ce que nous, on considère être des faucheuses, c'est-à-dire des Josung Saja. Donc, les Josung Saja, ou Jusung Chasa, j'espère que je vais pas mal prononcer, sont les émissaires de l'au-delà qui recueillent les âmes des morts. Et selon la façon dont ils sont morts, ça va se passer différemment. Donc on est quand même dans une croyance où les morts sont accompagnés vers la sortie. Ils sont pas censés trop rester. Mais comme dans le cas des Yurei au Japon, on a la croyance effectivement que certaines âmes peuvent rester si elles sont contrariées. Là, malgré tout, dans Kingdom, j'ai pas l'impression, c'est pour ça que je me suis pas trop attardée là-dessus,
qu'il y a vraiment une croyance autour de ces zombies. C'est ça que j'aime aussi dans cette série, c'est que ils se disent pas que c'est une force mystique, ils essayent direct de chercher une solution qui est, une solution logique, scientifique au problème. Ouais, ils sont pragmatiques. Ils se disent, ok, ils prennent ça au sérieux. Ils prennent pas ça. Même la religion est peu présente en fait dans la série, si je me trompe pas. Ils y font pas tant référence que ça. Même, je réfléchis, il y a pas du tout de moment où, comme dans un film américain, on aurait pu avoir c'est l'œuvre de Dieu, on est puni. Là, voilà, grâce de Dieu. C'est vrai qu'il n'y a pas. Il n'y a pas non plus, j'ai l'impression, de moments de prière ou quoi. Ou alors ça nous a pas marqué et je pense que c'est pas très présent, quoi. Mais peut-être parce qu'on est aussi entre deux, j'ai presque envie entre trois religions qui arrivent une derrière les autres, donc peut-être qu'ils n'ont pas trop voulu se mouiller non plus, parce que on est passé du bouddhisme au confucianisme, pardon. Et ensuite on a eu les Français qui sont venus en tant que missionnaires pour essayer de christianiser toute la région. Ben, ils étaient déjà là, les missionnaires chrétiens, puisque au Japon, au début du XVIIe, à Nagasaki, au port de Nagasaki, ils ont exterminé tous les chrétiens. Ils ont essayé de limiter au plus possible l'influence chrétienne. Il y a eu des martyrs déjà chrétiens japonais, littéralement à cette période-là, à Nagasaki, donc vraiment pas loin du tout de la Corée. Mais en Corée, pour le coup, j'ai vu ça. J'ai lu ça cet après-midi, hein, pour être honnête. Hein. Je me suis renseigné un petit peu là-dessus, chose que je ne savais pas trop. Hein. Les Français, justement, sont arrivés un petit peu plus tard, et c'est là où il y a eu la guerre. Et même aujourd'hui encore, il y a encore des... On aura volé des manuscrits qu'on n'a toujours pas rendus, qui sont à la Bibliothèque nationale, et aujourd'hui encore, ils sont réclamés, et la France veut rien savoir. J'ai envie de dire comme d'habitude. Comme d'habitude, la France a pillé tous les pays où ils sont passés. Et ils disent maintenant, mais non, voyons, c'est à nous tout ça. Ouais, alors non. Bon, c'est un autre sujet. Est-ce qu'ils en font quelque chose au moins? Parce que si c'est juste pour le garder sans genre c'est à nous et pas l'exploiter, c'est encore pire. Pas, ça dépend parce que bon, je sais pas en tout cas pour ce qui vient de Corée, mais par exemple pour ce qui est du Moyen-Orient et notamment tout ce qui est des tablettes de Mésopotamie. Au 19e siècle, il y a eu beaucoup d'explorateurs qui ont joué les historiens, qui ont juste gratté, ils ont ramené tout ce qu'ils ont pu, et ils ont notamment énormément de tablettes qui renseignent sur l'histoire de la Mésopotamie. Et en fait, il y en a encore beaucoup qui sont dans les réserves du Louvre et des musées français, mais qu'en fait, il y en a tellement et qu'il y a pas beaucoup de gens qui parlent le cunéiforme, enfin qui savent lire et déchiffrer le cunéiforme, que c'est juste posé là en attendant que ce soit étudié. Oh, c'est crapuleux ça par contre. C'est contre. encore un peu compliqué. Ouais, c'est bien le souci, c'est que nous on venait, on se servait et puis c'est comme quand t'achètes un truc, un DVD et qu'il reste sous blister pendant 10 ans, au bout d'un moment, enfin je sais pas, ramène-le. Ouais. Sauf que là c'est des trésors nationaux et c'est des trésors nationaux et on les garde et on n'en fait rien. Les Coréens, enfin au bout d'un moment, les rares allusions aux Français en Corée dans les musées, c'est parce qu'on a tenté d'assassiner des gens importants et parce qu'on leur a piqué des trucs. En vrai, c'est dans tous les pays en dehors de la France. Tu vois, si on va en Europe, Napoléon, que tu ailles dans toute l'Europe, on en parle et en disant ouais, qu'il a mis le bazar partout. Les Anglais n'en parlons même pas. C'est à l'époque de Napoléon d'ailleurs, cette histoire. Oui, un peu avant, mais ouais. L'histoire de la Corée, je crois que c'était autour. Ouais, c'est à peu près. Non, mais le manque de respect total, quoi. Enfin, mais bon. On verra. Le problème, c'est que les Coréens, ils le réclament encore, donc ce serait peut-être un beau geste. Mais après, voilà, ce sont des histoires politiques, ça ne nous regarde pas. Mais si je puis émettre un avis, ça n'a aucun sens. En tout cas, pour en venir à la série, je pense qu'ils n'ont pas voulu se mouiller au niveau des religions, surtout. Ouais, et puis surtout, je pense pas que ce soit ce qui est le plus important, parce que en fait, ce qui est important, c'est d'un côté la corruption, et de l'autre côté, enfin, il y a quand même deux menaces qui poussent au cul. Il y a la menace qui est dans le palais et la menace qui va un peu vers le palais et qui est dans l'arrière-pays et des zombies. En tout cas, voilà, c'était un petit peu pour resituer tout le contexte autour du drama. Là, c'était un petit peu long, mais moi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour mieux comprendre certains enjeux et certains comportements, parce que des fois, on se dit, ce personnage, il fait ce qu'il veut.
Ah, mais c'est qu'en fait, ça aurait été comme ça à l'époque. Il aurait vraiment fait ce qu'il voulait. Les recherches, je trouve, que j'ai faites m'ont vraiment permis de me dire, mais en fait, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de gros plot hole comme on peut avoir dans certains autres scénarios. Ils ont utilisé les rapports de pouvoir qui existaient vraiment. Après, je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses à rajouter, si vous aviez, si ça vous avait interrogé tout ce contexte et vraiment tout ce qu'il y avait autour du drama. Bah, c'est vrai que là, tout ce que tu nous as dit sur notamment, voilà, le fait que la reine, elle avait plus de pouvoir que dans le palais, c'est vraiment intéressant de comprendre un peu plus. Parce qu'en fait, moi, j'avais l'impression à un moment que dans la série, elle avait du pouvoir parce que son père, en fait, ce que tu me dis, ça me met à comprendre que c'est par son statut, vraiment, en tant que reine, qu'elle a du pouvoir. Pas forcément grâce à ses relations. Enfin, c'est l'inverse, en fait. C'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Fanny, ça me fait voir les relations de la reine et de son père totalement différemment. Parce que moi, je pensais qu'il avait totalement l'ascendant sur elle. Mais au vu de ce que tu viens de dire, ça semble plus si clair maintenant. Et que tu aurais justement plus une relation un peu haineuse entre les deux, de ok, c'est moi qui t'ai placé là, t'es plus forte que moi, mais n'oublie pas que c'est moi qui t'y ai mis. Dans un premier temps, nous avons parlé de tout ce qui se passe autour du drama et on se retrouve dans très exactement une semaine, le 10 mars, pour parler du drama en spoilant à fond les ballons. Donc ça vous laisse littéralement 7 jours si vous n'avez pas vu le drama pour tout regarder. Franchement, c'est 6 heures x 2, donc ça se binge. Et on se retrouve dans une semaine. Donc, je vous dis à bientôt. Mais en attendant, pour vous occuper, ce que je vous propose, c'est que, par exemple, Loli, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Alors, on peut me retrouver soit directement sur mon site, où c'est lendowell.com/histoire avec un S au bout, ou plus simplement sur les applications de podcast en cherchant Je compte jusqu'à toi. Et aussi sur Twitter, où là je raconte vraiment énormément de bêtises, parfois très rigolotes, sur Loli Compte. Ah oui, il y a aussi où je fais beaucoup de ouin, personne ne m'aime, personne ne m'écoute, mais bon, ça c'est habituel. Mais non, on t'écoute et on t'aime. C'est pas vrai, mais ça t'es le disque, non. C'était l'instant Drama Queen. Et toi, Fanny, où est-ce qu'on peut te retrouver en attendant de spoiler à fond ? Eh bien, vous pouvez me retrouver donc sur Twitter. Moi, je suis Fanny Como sur Twitter, c'est Wemo, parce que je m'appelle Cohen Moreau et paf, j'ai contracté. Mais sinon, vous pouvez retrouver mes podcasts sur toutes les applications de podcast. Là où vous écoutez Gonbe, je suis sûre que vous pouvez retrouver mes podcasts. Donc, il y a Passion médiéviste, il y a Passion moderniste sur les stars modernes, et maintenant, j'ai lancé aussi Passion antiquité, donc qui parle de l'Antiquité. À l'heure où sort cet épisode, je pense que j'aurai au moins sorti 2 épisodes. Et j'ai le podcast Multimorphose chez Label Podcut, où là c'est un terrain d'expérimentation, à chaque épisode un sujet, une forme différente. Et toi Jo, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets mondiales ? Essentiellement nulle part. Non, on peut me retrouver soit sur mon Instagram perso @jo.cavas, et surtout d'ici logiquement la sortie de cet épisode, sur l'Instagram de Gonbe, que je vais gérer avec ma très chère compagne Alexandra pour vous proposer du contenu en plus du podcast et toujours en lien avec lui, ou pas. On va enfin lancer, au bout de 2 ans, et il était temps, de lancer l'Instagram de Gonbe pour de vrai et vous proposer du contenu exclusif. Et en parlant de contenu exclusif, eh bien Gonbe est un podcast du label Podcut. Et on a même un Patreon, si nos podcasts ne vous suffisent pas, avec pas mal de contenu exclusif, notamment un article toutes les semaines, écrit avec beaucoup d'amour par un des membres du label ou un des podcasts du label. Et il y a aussi des petits goodies vraiment sympas. Donc n'hésitez pas à venir nous soutenir, et en tout cas, vous pouvez retrouver tous les autres podcasts du label Podcut. Tous les liens de toute façon qui ont été évoqués seront dans la description. Et je vous dis à dans une semaine. Salut. Salut. Bye bye.